Bien, bonjour. Anne-Marie Picard, directrice générale du CREVAL. Je vous remercie d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. C'est moi qui ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui Madame Nadia Rousseau, qui est titulaire d'un doctorat en psychopédagogie de l'Université de l'Alberta et professeure en adaptation scolaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis 1998. Madame Rousseau est directrice du Réverbère, le réseau de recherche et de valorisation de la recherche sur le bien-être et la diversité, co-responsable du Lab RD2, le laboratoire sur la recherche-développement au service de la diversité, et chercheuse régulière au réseau Périscope et à la chaire réseau de recherche sur la jeunesse au Québec. Ses recherches portent sur l'expérience scolaire et la connaissance de soi des jeunes ayant des défis scolaires, la pédagogie inclusive et les facteurs clés favorisant la qualification et l'obtention d'un premier diplôme d'un plus grand nombre de jeunes ayant des difficultés scolaires importantes. Veuillez noter qu'il y aura une période de questions après la présentation de Mme Rousseau et que pour poser vos questions, vous devez utiliser le module Q&R de votre Zoom. Madame Rousseau, à vous la parole. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce midi pour parler de l'engagement scolaire des jeunes et notamment de tout le sens que prend la dimension de l'engagement en temps de pandémie et encore plus important, des solutions que les jeunes eux-mêmes ont pu mettre de l'avant. Alors, le plan de présentation, il y a comme 3 grands points principaux suivis d'une conclusion. Un premier point qui va toucher la voix des jeunes en temps de pandémie, à savoir pourquoi c'est important de les entendre. Un deuxième point qui va faire un petit survol de l'expérience scolaire et de la place de l'affectivité dans l'apprentissage et notamment de l'affectivité dans cette grande histoire d'engagement scolaire pour arriver aux gestes qui favorisent l'engagement. Et ces gestes-là sont ceux qui sont proposés par les jeunes qui ont vécu la pandémie à l'école. Et finalement, quelques mots en conclusion. Vous savez, j'imagine, je ne vous vois pas, alors j'espère que ce que je vais apporter est assez clair. On a 15 minutes de questions à la fin, donc prenez en note là, les questionnements, les éléments qui manquaient de précision pour que je puisse y revenir, parce que n'ayant pas accès au non-verbal, au visage, ça peut être un peu plus difficile pour moi là, de m'ajuster. Donc, pourquoi s'intéresser à la voix des jeunes en temps de pandémie? Pour 3 grandes raisons. La première, c'est que les jeunes, lorsqu'on écoute ou lorsqu'on les écoute sur leur expérience scolaire, la recherche met en évidence qu'on améliore cette expérience-là. Donc, ces jeunes-là, on gagne à les entendre. On sait également que de prendre en compte la voix des jeunes va augmenter leur engagement. On a tendance souvent comme acteurs de l'éducation ou comme adultes de décider pour les jeunes ou de penser que l'on sait ce qui est mieux pour eux alors qu'ils peuvent nous surprendre. Puis quand je parle des jeunes, on est plus dans les plus vieux aujourd'hui, mais c'est la même chose pour les plus jeunes. Il n'y a rien de tel que parler avec eux pour nous aider à mieux orienter nos interventions. Finalement, considérer le jeune comme partenaire dans la relation enseignement-apprentissage, dans le grand courant de la voix des jeunes, lorsqu'on prend le temps, encore une fois, de les questionner, soit sur une stratégie d'enseignement, sur une thématique, sur des travaux, sur des idées qui peuvent les motiver, puis qu'on les met en pratique par la suite, on a là une belle équipe qui va contribuer à l'apprentissage. Sur la question de l'expérience scolaire, c'est important de vous dire que l'affectivité dans l'apprentissage joue un rôle fondamental, puis que tous les apprenants ne sont pas égaux. Et je m'explique. Notre expérience scolaire, elle est marquée par toute cette période de construction de soi comme apprenant. Et vous comprendrez que si pour moi l'école c'est un jeu, si pour moi l'école c'est un lieu valorisant, si pour moi l'école c'est un lieu de rapports sociaux constructifs, mon expérience elle est positive et conséquemment j'ai moins d'enjeux et j'ai une ouverture plus grande à l'apprentissage. Donc, la qualité de l'expérience scolaire
À l'inverse, si elle est plutôt difficile, négative, des rétroactions mitigées, de l'expérience de difficulté, de la vulnérabilité, c'est d'autant plus difficile de vivre l'expérience scolaire et la place de l'affectivité va prendre encore beaucoup plus de place. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas tous égaux quand on est à l'école en termes d'affectivité dans l'apprentissage. Et donc, on a à se questionner aussi sur cette dimension-là de l'expérience scolaire. Les composantes essentielles à l'affectivité dans l'apprentissage, tout ça résulte de l'expérience scolaire et ça se bâtit depuis qu'on est tout petit. Alors, il y a 5 grandes composantes qui sont associées à l'affectivité dans l'apprentissage. Et je peux vous assurer que si je prends le temps d'en parler maintenant, c'est que ça va revenir tout à l'heure dans les propos des jeunes. La première grande composante de l'affectivité dans l'apprentissage, c'est toute la question des attitudes des enseignants. Et là, je tiens à préciser, c'est les attitudes qui sont perçues par les élèves. Donc, comme élève, avec mon degré de vulnérabilité, l'expérience que j'ai à l'école va être marquée par l'expérience, l'attitude perçue de mon enseignant à mon égard. Alors, un enseignant qui me fait un commentaire très positif ou pour qui j'ai l'impression que je suis appréciée, ça va contribuer donc à voir ou à déceler donc l'attitude positive et contribuer à toute la qualité de l'expérience scolaire et la dimension affective de l'apprentissage. Si à l'inverse, la relation est plus difficile, si à l'inverse, j'interprète que mon enseignant a une attitude plus négative à mon égard ou plus négative à mon égard qu'à celle des autres, parce qu'il y a toujours la notion de comparaison, mais à ce moment-là, ça va venir altérer toute la dimension, ça va jouer un rôle dans l'affectivité, dans l'apprentissage. L'autre élément, c'est les émotions qui sont vécues pendant qu'on apprend, donc à l'école. Les émotions peuvent être positives, peuvent être négatives à l'intérieur de l'expérience d'apprentissage ou de l'expérience scolaire plus largement. Lorsque je vis une expérience ou une émotion négative à l'école ou dans mon processus d'apprentissage, c'est important de penser toujours aux 2 volets, ça peut générer de la peur, ça peut générer de la crainte, ça peut générer des malaises. Et ces émotions-là négatives, la recherche nous montre qu'elles vont plutôt mener à la fermeture par rapport à l'apprentissage. Donc, je reste avec mes questions, je me replie sur moi-même, je peux être découragée. Ça va entraîner une série de comportements en lien à ces émotions-là. Alors, si pour moi, apprendre est associé à des émotions négatives, nécessairement, ça va venir altérer ma disposition à apprendre. À l'inverse, si apprendre est associé à des émotions positives, du bonheur, du plaisir d'apprendre, bien évidemment, je vais m'ouvrir à l'apprentissage, je vais être stimulée par l'activité, je vais m'engager davantage, je vais avoir des manifestations de comportement motivé parce que j'ai du plaisir dans l'activité et là, je suis ouvert aux apprentissages. Arrive ensuite la confiance. Je dis arrive ensuite, mais il faut savoir que tout ça est interrelié. Arrive ensuite la confiance. L'élève qui a confiance, et donc qui a confiance en son enseignant de par l'attitude positive perçue, qui a confiance parce qu'il vit des émotions qui sont plus positives que négatives dans le processus d'apprentissage, c'est un élève qui va prendre des risques, c'est un élève qui va poser des questions, c'est un élève qui va oser apprendre, oser se mettre à risque dans la découverte de nouvelles connaissances ou de nouvelles compétences sans se sentir menacé. À l'inverse, s'il n'y a pas ce lien de confiance-là, l'élève va rester pris avec ses problèmes. L'élève pourrait avoir tendance à s'isoler, pourrait avoir tendance à ne pas vouloir poser ses questions parce que ça viendrait renforcer le danger de vivre un autre échec, de susciter la désapprobation et, en bout de ligne, de vivre encore une émotion qui est plutôt négative.
Arrivent ensuite les attributions. Les attributions se construisent de par l'expérience scolaire entre l'enseignant et l'élève. Tout ça à travers le dialogue. Donc, très jeune, l'enfant va apprendre si ce qu'il vit, c'est de son fait ou c'est plutôt de l'extérieur. Alors, est-ce que je vis un succès en raison de mes efforts, en raison de mon investissement, ou c'est plutôt la chance? Et là, je suis certaine qu'il y a plein de personnes d'entre vous en ce moment qui se disent, comme enseignant ou comme intervenant scolaire, combien de fois avez-vous vu un jeune pour qui l'école représente des défis, vous dire « Ah, j'ai réussi, mais c'était facile. Ah, j'ai réussi, mais c'était de la chance. » Hein? Déjà, ça, c'est beaucoup de choses à travailler pour que le jeune s'approprie ses réussites. Finalement, 5e dimension de l'affectivité dans l'apprentissage, c'est la motivation. Dans le modèle d'Espinoza, ce qui est vraiment intéressant, ce qu'elle dit, c'est que dans le fond, plus je suis en confiance, plus mes émotions sont positives, plus je me sens porteur de mes réussites, plus je sens par mon enseignant, plus je suis motivée. Et c'est évident. On pourrait transposer ce cadre-là à plein d'autres activités. Faites l'essai dans vos têtes, là, ou faites l'exercice avec vos collègues ou avec vos enfants. Personnellement, il y a des disciplines pour lesquelles c'est plus dur. Hein? Par exemple, le secondaire, ceux qui me connaissent le savent, je n'aimais pas beaucoup la géographie. Pourquoi je n'aimais pas la géographie? Émotion négative, assurément. Je me sentais complètement hors de mon élément. J'étais pas en confiance et j'étais surtout pas en confiance non plus dans cette dynamique relationnelle que j'avais avec mon enseignant qui comprenait pas pourquoi je comprenais pas la géo, alors que ça allait bien dans les autres disciplines. On peut faire l'exercice avec le golf. Ceux qui aiment jouer au golf, pourquoi vous aimez jouer au golf? Parce que vous vous sentez confiant dans votre lancer, parce que vous avez une émotion positive dans l'exercice du golf, ce qui fait que vous avez envie d'en faire encore. Alors voilà, la question de l'affectivité, elle est vraiment importante et c'est ce qui nous ouvre la porte vers l'engagement scolaire. Dans le fond, il faut savoir que l'affectivité dans l'apprentissage, c'est indissociable de l'engagement scolaire parce que pour s'engager, il faut s'investir. Hein? On doit être actif dans nos apprentissages et ça veut dire faire des efforts, manifester notre attention ou trouver la façon de le faire, persévérer. Fait que pour faire tout ça, là, ça demande quand même beaucoup d'énergie cognitive. Il y a 3 dimensions de l'engagement scolaire qui sont à retenir. La première dimension, la dimension comportementale, c'est souvent la dimension qui retient l'attention lorsqu'on parle, lorsqu'on est dans un plan d'intervention, lorsqu'on parle avec des enseignants, lorsqu'on parle avec des jeunes, lorsqu'on parle avec leurs parents. L'élève y participe ou non, il ne participe pas. On pose un jugement sur l'engagement de l'enfant ou de l'adolescent ou du jeune adulte en fonction de dimensions comportementales. Il respecte les règles, il ne les respecte pas. Il est absent, il est présent à son cours. Il y a des comportements perturbateurs. Oh non, c'est un bon élève, il est engagé, il écoute bien. Alors, c'est vraiment la loupe qui souvent fait qu'on met de l'avant des stratégies, alors que c'est une loupe qui est trop simpliste, parce qu'au final, c'est la relation entre l'affectivité et le cognitif, donc la dimension affective et la dimension cognitive, cette espèce de relation et d'interrelation entre ces 2 dimensions-là qui vont générer les comportements. Alors, au lieu d'agir sur le comportement, on a avantage à aller voir qu'est-ce qui se passe au plan affectif et qu'est-ce qui se passe au plan cognitif pour améliorer cette dynamique-là pour qu'au final, les comportements s'améliorent. Donc, l'engagement au plan affectif ou la dimension affective de l'engagement, c'est toute la question de l'attrait et de la valorisation de l'école. Quel attrait l'école a pour moi? L'attrait, là, pourrait être de l'ordre social, mais ça serait déjà un bon point de départ. L'attrait peut être disciplinaire. L'attrait peut être en lien à un enseignant ou à un acteur de l'éducation ou du communautaire qui
qui suscite une émotion positive que j'ai hâte de voir, mais ça, c'est des bons mécanismes pour soutenir l'engagement scolaire. Donc, la dimension affective de l'engagement, on se retrouve vraiment dans le cœur du modèle de Spinoza où je vous ai montré les 5 dimensions de l'affectivité, les sentiments et les réactions positives ou négatives envers l'école, envers les apprentissages, envers ses pairs, envers ses enseignants, etc. Si je suis prête, ouverte, dans un état plus positif que négatif, bien, ça me permet de m'engager au plan cognitif. C'est donc un investissement psychologique, un investissement mental. Et là, je vais mettre sur pied des stratégies. Je vais m'engager par l'étude. Je vais m'approprier les consignes de l'enseignant, puis je vais pouvoir faire la manifestation de comportements engagés. Alors, 3 dimensions de l'engagement scolaire à retenir. L'affectivité dans l'apprentissage, essentielle à l'engagement, essentielle à l'expérience de la collaboration, essentielle à l'expérience scolaire. À la lumière de tout ça, en juin dernier, on s'est vraiment questionné avec toute la crise entourant la COVID. Elle est encore là, cette crise-là, mais rappelez-vous qu'en juin, c'était plus nouveau, plus récent. On ne savait pas trop comment prendre ça. Il y avait des mesures assez inégales dans les écoles d'une province à l'autre. Est-ce qu'il y a des classes? Il n'y en a pas. Il y en a peut-être. Oui, ça dépend de quel prof. Puis, dans les médias, on entendait beaucoup parler de cette crise-là du point de vue de l'enseignant, du point de vue des syndicats, mais les élèves étaient complètement absents de cette réflexion-là. Je vous ramène là. Mai, juin, on n'entendait pas parler de la perspective des élèves. On a commencé à parler des élèves lorsqu'on a réalisé qu'il n'y aurait pas de balle de finissant, puis que, oups, ça, c'était peut-être un coup dur pour eux. Mais avant ça, on ne les a pas beaucoup entendus et nous, on a eu le désir d'aller chercher la voix des jeunes. Les intervenants scolaires sont très certainement affectés par tout ça, mais les élèves aussi. Alors, on voulait savoir comment ça se vit, ce temps de pandémie-là, au niveau de l'expérience scolaire, certainement, mais aussi au niveau des stratégies à mettre de l'avant pour maintenir leur engagement à l'école dans ces temps difficiles. Avec aussi la certitude que cette pandémie-là, elle n'était pas spécifique du Québec. C'est une pandémie qui est une pandémie par définition, ce n'est pas limité à un contexte. Alors, on a voulu questionner des francophones, indépendamment des provinces, puis au final, de voir est-ce que l'expérience est similaire ou non, et pouvoir faire certaines nuances. Alors, on a rencontré un groupe de jeunes, 4 groupes de jeunes, Saskatchewan, Manitoba, Alberta. Ça s'est vraiment fait en juin. Le Québec, initialement, n'avait pas répondu à notre invitation et on a vraiment travaillé très fort pour aller chercher les représentants du Québec. Puis on s'est dit, ben allons à la FGA. Pour l'instant, on n'a pas personne. On n'a pas pu rencontrer le nombre de jeunes souhaités initialement, notamment en raison des mesures sanitaires et de la difficulté d'atteindre ces jeunes-là. Mais on a quand même pu avoir un son de cloche du côté de la FGA et c'était vraiment important. Ce sont des rencontres d'une durée approximative de 2 heures. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? En fait, ce que nous ont dit les jeunes, ça nous ramène vraiment dans toute cette question de l'engagement sur l'apprentissage. La question 1 qui leur a été posée, comment se vit l'expérience scolaire des élèves du secondaire et de la formation générale des adultes en contexte de pandémie de COVID-19? Il faut savoir que pendant les entretiens, on a eu recours à je ne sais pas si je dois l'appeler un artiste, il est plus que ça, le visuel. Pendant que les jeunes parlaient, on pouvait en direct aller faire des visuels, aller chercher les mots-clés parce que toutes ces rencontres-là étaient par Zoom. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le visuel dans sa version interprovinciale et je ferai des nuances. On va surtout parler, bien évidemment, de ce qui transcende les différentes provinces. En fait, que l'on soit francophone en Saskatchewan, au Manitoba, en Alberta ou au Québec,
l'expérience scolaire en temps de pandémie, elle est très similaire et les stratégies proposées sont également très similaires. Et c'est correct, ça vient confirmer plusieurs connaissances issues de la recherche, toute la notion de l'affectivité dans l'apprentissage. Alors, au niveau de la question 1, définitivement, mon écran vient de... Ce ne sera pas long, on va utiliser une stratégie différente. Voilà. Je ne passerai pas en détail sur l'expérience scolaire. Je l'ai inclus dans le PowerPoint. Je pense que ce document-là pourra vous être diffusé, si j'ai bien compris. Mais vous avez là une espèce de plaquette qui rend compte de l'expérience selon les jeunes. Et lorsqu'il y a des nuances entre provinces, ces nuances-là sont mises de l'avant. Alors ici, là, c'est vraiment ce qui touche tous les jeunes. Lorsque vous avez les petits encadrés ou les petits pointillés, c'est parce qu'il y a eu des nuances entre provinces. Mais rassurez-vous, est-ce que ça va recommencer? Oui, ça a marché. Excellent. Alors, selon les jeunes, pour faire de l'expérience d'apprentissage une expérience positive, la première condition, c'est la qualité de la relation enseignant-élève, indépendamment des provinces. Ces jeunes-là nous ont dit que c'est cette relation-là qui a fait que même dans un contexte difficile, ils maintenaient leur engagement à l'école. Pourquoi? Parce qu'on a des enseignants qui ont maintenu un lien avec les élèves de différentes façons, des liens étant, je ne parle pas d'un lien purement pédagogique ou disciplinaire, là. Un courriel, un Zoom, un Teams, un bingo collectif dans la classe, des moments pour recréer contact et dire à ses élèves « Hey, on est encore là ou je suis encore là ». Alors, le maintien du lien, condition essentielle à la qualité de l'expérience en temps de pandémie. L'autre condition, c'est la relation positive, amicale et empreinte d'humour avec ses enseignants. Donc, des relations qui sont restées positives, des enseignants qui ont pu, à travers tout ça, faire preuve. Les jeunes appellent ça une relation amicale. On sait bien qu'on n'est pas dans un rapport ami-ami, mais il y a quand même quelque chose qui est proche de la sollicitude avec les jeunes et également le recours à l'humour pour un peu dédramatiser tout ça. Et un enseignant qui, oui, va donner du soutien scolaire, mais également du soutien moral. Fait qu'on voit que le rôle de l'enseignant ne peut pas s'arrêter à la discipline. Il y a toute la dimension relationnelle qui est très importante. À gauche, ben, c'est l'effet inverse, les expériences négatives qui nous ont été partagées. On est vraiment dans du désengagement des enseignants qui entraîne celui des élèves. Alors, les enseignants qui ne donnaient pas de nouvelles, les enseignants absents, qui étaient là parfois, d'autres fois qui ne l'étaient pas, qui n'avaient pas de temps pour répondre aux questions, etc., ou encore les communications difficiles. Là, je parle beaucoup des enseignants, mais rassurez-vous, les jeunes ont aussi fait leur propre introspection. La relation avec les pairs, toute la question de l'entraide scolaire et de l'entraide morale entre pairs a aussi été mise de l'avant. C'est-à-dire qu'entraide scolaire, on fait référence à s'aider dans les travaux ou dans les cours en utilisant une variété là, de possibilités. Encore une fois, le Zoom, le chat, le cellulaire. Alors, grâce aux technologies, garder un lien avec ses pairs, oui, au plan scolaire, pour garder notre engagement, mais aussi au plan moral. Il y a quand même eu quelques effets pervers là, dans l'expérience. Certains qui disaient qu'ils se sentaient utilisés parce que les plus engagés qui ensuite recevaient des demandes de certains jeunes pour avoir le matériel, avoir les réponses, mais qui, eux, n'assistaient jamais aux rencontres, par exemple. Puis aussi la perte du contact physique qui semble être quand même très importante pour les jeunes. Il y a aussi toute la question de l'organisation des ressources matérielles et des modes de fonctionnement à distance qui, dans le discours des jeunes, a pris une place très importante. Donc, la disponibilité du matériel informatique, la variété de plateformes utilisées, le soutien du personnel scolaire dans la création de comptes en ligne. Et là, personnel scolaire, je suis plus large, là. La création de comptes en ligne, puis les stratégies qui étaient orientées avec des outils en ligne. Donc, avoir recours à des outils dynamiques en ligne était un élément clé qui faisait qu'on restait engagé. Le soutien du personnel scolaire,
parce que ce n'est pas vrai que tous les jeunes avaient de la facilité à aller s'ouvrir des comptes sur différentes plateformes. Alors, il y a des jeunes qui ont pu vraiment bénéficier d'aides additionnelles. Ça a été très apprécié. Le recours à une variété de plateformes, donc on n'était pas toujours sur une même plateforme, mais on avait vraiment une variété d'options dans les cours en ligne lorsque ça se présentait. Disponibilité du matériel informatique, il faut le voir large, hein. Ça peut être matériel informatique, un réseau qui fonctionne bien, une imprimante pour imprimer les lectures à faire parce que parfois il y a trop de lectures, de même que ordinateur, tablette, etc. À l'inverse, vous avez la dimension, le côté sombre de l'expérience. Mais je reste dans le côté joyeux, dans le côté plein d'espoir. Un autre élément important, c'était les conditions d'engagement scolaire. Les jeunes nous ont beaucoup parlé de l'importance d'avoir un horaire de cours stable. C'est-à-dire, vous savez, quand on est à l'école, c'est ce qu'ils nous disaient, les cours, c'est bon, tel jour, tel cours, de telle heure à telle heure, alors que quand les jeunes sont tombés à distance, c'était tout à fait variable, dépendamment des enseignants, dépendamment des écoles. Fait qu'il n'y avait pas de ligne directrice au sein d'un même regroupement. Et ça, pour eux, ça a été très dur à gérer. Dans l'engagement scolaire, il y avait aussi une influence quand même importante des contenus enseignés. Là, je suis dans le plaisir d'apprendre. Quand c'est un contenu qui m'appelle, un contenu que j'aime, un contenu où je me sens bon, bien, j'ai plus tendance à y aller que quand c'est un contenu où pour moi est très difficile. L'importance de la qualité de l'enseignement, ils l'ont vraiment amené dans cette idée d'un enseignement qui est vivant. Faire vivre la matière, même à distance, et toute la dimension relationnelle qui est aussi ressortie dans l'engagement, c'est-à-dire que les enseignants qu'ils apprécient particulièrement, bien, ça suscitait leur engagement davantage. Puis les jeunes ont aussi parlé de cette espèce d'inter-influence. Hein. Si les élèves ou les jeunes étaient moins engagés, bien, des fois, on voyait que ça pouvait rejaillir sur l'engagement de l'enseignant et vice-versa. Alors, ils savent qu'il y a une espèce de dynamique qui se joue entre les deux. Finalement, au niveau des travaux scolaires, j'ai décidé d'en parler quand même parce que c'était, pour le Québec, on était à la FGA, donc un mode de fonctionnement qui est quand même très différent, mais compte tenu qu'il y avait consensus auprès des autres provinces qui étaient tous de niveau secondaire, je trouvais donc important de faire le survol de ce qui nous a été dit. En fait, le bon dosage de temps à investir dans les devoirs, ça nous a été mentionné et c'est ressorti dans tous les groupes. Puis, ils avaient l'impression que comme il y avait moins d'enseignement, il y avait des moments ou des contextes où il y avait beaucoup plus de travail à faire seul, individuellement, mais que la charge de travail, au final, compte tenu qu'on la faisait seul, qu'on était loin de nos enseignants, qu'on n'avait pas la même rétroaction immédiate, ça devenait vraiment lourd à porter. Donc, il parlait là, de mieux doser l'investissement de temps nécessaire aux travaux qui étaient demandés. La flexibilité pour réaliser des devoirs. Les jeunes nous disaient, bien, vous savez, un travail, ça n'a pas toujours besoin d'être fait seul. Hein. Si on pouvait faire nos travaux en individuel, les faire en équipe, en groupe, bien déjà, ça change les dynamiques et c'est plus motivant. Ça aussi, c'est bien documenté dans la documentation scientifique. Puis finalement, une autre condition de l'engagement, c'était la rétroaction sur les travaux. Pour la majorité des jeunes, il n'y en avait pas ou peu de rétroaction sur les travaux effectués. Et ils nous ont dit, quand mon prof prend le temps de commenter mon devoir ou mon travail, même en temps de pandémie, bien, ça a un effet motivateur parce que je me dis, je ne l'ai pas fait pour rien. Fait que cette notion de faire un travail pour rien, très démotivant, puis de le faire en sachant qu'il va être regardé par mon enseignant, beaucoup plus motivant. La question 2, qui, elle, portait sur les stratégies. C'est certain qu'en parlant de leur expérience scolaire, déjà, ils nommaient des stratégies, mais après, on a voulu aller plus loin avec eux en leur disant, ça se reproduit, là, ou ça perdure dans le temps. Qu'est-ce qui vous aiderait à rester engagé? Alors, vous avez là, encore une fois, le discours commun, le visuel qui a été fait par François Clich. Je n'ai aucun talent en dessin, mais François en a beaucoup.
Donc, vous avez encore une fois le tableau complet que vous pouvez prendre, utiliser, diffuser, réfléchir ensemble, et je vais les prendre par morceaux les plus importants. D'une part, les stratégies qui sont proposées par tous les jeunes, c'est d'abord des stratégies pour eux-mêmes. Je vous disais tout à l'heure, oui, les enseignants, on dit beaucoup de choses sur les enseignants, mais rassurez-vous, les jeunes ont été très critiques à leur propre égard. Puis c'est un beau cadeau. C'est aussi dans tout le grand champ de la voix des jeunes, on voit qu'ils sont capables d'être critiques à leur égard, puis on en a là une belle démonstration. Alors les jeunes nous ont dit, ben ça commence par nous-mêmes. Il faut aussi que nous, on soit engagés dans notre propre travail, même si on est en temps de pandémie. Ils nous ont donné des stratégies, mais je tiens à dire en précisant que mettre en œuvre ces stratégies-là, ce n'est pas nécessairement facile, qu'ils ont aussi besoin du soutien du milieu scolaire pour les aider, les inciter à mettre ces stratégies-là en œuvre. Donc, une hygiène de vie, l'équilibre de vie. Plusieurs jeunes, vous en avez peut-être fait l'expérience à la maison, avaient plus de difficultés à gérer le temps. Donc, des temps de jeu, de loisirs, de sommeil, de télé qui ont pris beaucoup trop de place. Et ils étaient conscients qu'il fallait qu'ils retrouvent un équilibre de vie, c'est-à-dire, oui, le jeu et les loisirs, mais du temps pour étudier, du temps pour aller faire des loisirs, reprendre un horaire plus stable. Les jeunes ont aussi parlé de se construire un lieu de travail à la maison. Ils nous ont fait état de l'importance de la gestion des horaires lorsqu'il y a plusieurs personnes à la maison, mais d'avoir un lieu de travail qui permet d'être attentif, de me concentrer, puis d'être destiné à mon travail. La communication. Ils nous ont aussi parlé des élèves, de l'importance de maintenir puis de créer des contacts. Donc, ils nous ont dit, rappelez-vous, c'est important, mon enseignant, il m'a envoyé un courriel, etc., mais que de leur côté, il ne fallait pas qu'ils hésitent à écrire à leur enseignant pour aller chercher des questions. Il ne fallait pas hésiter à écrire à une orthopédagogue parce qu'on avait un besoin puis qu'on avait de soutien pour un truc d'apprentissage. Ils étaient conscients qu'il y avait un rôle à jouer aussi là, pour maintenir cette collaboration, cette communication-là, ou je devrais dire cette collaboration à travers la communication. Être discipliné et autorégulé, vous comprendrez que tout ça va ensemble. Hein? Autorégulé, autodiscipliné, ils étaient beaucoup dans diminuer mon temps d'écran, diminuer le temps passé au jeu, avoir une meilleure structure de fonctionnement, de calendrier, de temps, et ne pas oublier hygiène de vie dans mon travail scolaire, que quand je suis dans le travail scolaire, je suis dans le travail scolaire, puis une fois que ça c'est fait, là, je peux aller m'amuser. On appelle ça apprendre par l'expérience, peut-être. Pour les enseignants, les jeunes ont donc proposé des stratégies pour les enseignants. Et dans les pistes au niveau des enseignants, il y avait cette reconnaissance-là. Ils sont revenus sur l'importance de la relation, puis de créer des liens de communication. Ils nous ont donné plein de bons exemples. Mais il y avait aussi deux autres éléments de leur discours qui étaient importants. C'était des éléments en lien à la famille. Ils nous disaient que la famille, ben, ils avaient besoin d'aide de la part de leur famille pour les aider à instaurer une routine, que pour eux, c'était important. Puis c'était aussi important que l'école sensibilise les parents à toute cette dimension ou des défis apportés à l'enseignement en ligne, que ce n'était pas si facile, si simple, et qu'on pourrait mieux préparer les parents pour qu'ils accompagnent mieux leurs enfants dans ce contexte d'enseignement-là. Puis ça, il y avait le sentiment que l'école pouvait aider en ce sens. Alors, l'école, le dernier volet qui était qu'est-ce que peuvent faire les jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, bien, il y avait aussi des stratégies pour l'école et les jeunes proposaient vraiment des stratégies similaires entre écoles. Donc, vraiment une approche école et non pas individualisée au sein de l'école. Ils nous ont aussi parlé d'une offre de service, donc une offre de service éducatif complémentaire offerte au même titre que si on était en présence. Donc, avoir l'option de recourir à une éducatrice spécialisée, recourir à une ortho, recourir à un orienteur, recourir à un soutien émotionnel, affectif ou autre, pour eux, c'était très important.
donner des pistes. Nous disait l'école pourrait nous envoyer une espèce de liste là, de pistes. Comment on fait pour se créer un espace de travail à la maison? Alors, vraiment des suggestions très terre à terre. Je veux aussi vous dire en terminant qu'il y avait une préoccupation importante. Ironiquement, ce n'était pas dans toutes les provinces. C'était pour le Québec et la Saskatchewan, mais une préoccupation importante pour la santé mentale. C'est-à-dire que les jeunes ont pu nous dire, ouf, au niveau de l'anxiété, c'est difficile. C'est difficile également au niveau ils ont parlé de stress, d'impuissance, de comportement agressif, de comportement ou d'état émotionnel plutôt dépressif. Et ils souhaitaient, encore une fois, pouvoir accéder à du soutien. D'ailleurs, ils ont fait une belle proposition. Ils disent que chaque école devrait avoir un tableau de soutien qui nous dit, ben, si tu as besoin d'aide dans telle dimension, voici la personne à contacter avec ses coordonnées pour avoir un lien direct avec les différentes personnes en fonction de ce qui se vit. Enfin, dernière chose que je veux vous partager, et c'est vrai que c'est la dernière, les élèves sont... Moi, je les ai trouvés bons. Je les ai trouvés bons, je les ai trouvés matures. Alors, les jeunes étaient très conscients que c'était un défi, ce qu'on vivait, puis que c'était un défi qui était partagé aussi avec leurs enseignants. Donc, très empathique face aux défis des enseignants, des acteurs de l'éducation dans cette espèce de moment incroyable. Donc, très empathique face aux défis vécus par les enseignants en temps de pandémie. Puis ça, je trouvais ça beau de conclure sur ça parce qu'au final, ils nous ont fait part de leur expérience avec beaucoup de justesse. Ils nous ont partagé des stratégies qui les mettaient eux-mêmes au centre du problème et ils terminaient en disant qu'ils étaient conscients que c'était pas si facile que ça. Bien, merci beaucoup, Madame Rousseau, pour cette magnifique présentation. Je ne sais pas si vous avez été à même de voir quelques commentaires, mais les gens semblent comblés de votre présentation. Trouvent que c'est riche en contenu, c'est riche en informations, puis que ça va assurément leur servir. On vous répète qu'on vous envoie bientôt la présentation enregistrée ainsi que le PDF et aussi les réponses aux différentes questions techniques que vous avez pu avoir aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les gens qui ont participé. Merci à l'UQTR de nous avoir permis d'offrir ça à un très grand nombre de personnes. Alors, merci et bonne fin de journée à tout le monde.